Voilà, l'enregistrement est maintenant. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue officiellement à cette troisième et dernière partie sur les sondages avec compétences culture. Donc, aujourd'hui, ben, si je fais une petite récapitulation de ce qu'on a vu la dernière fois, donc le 26 novembre dernier, on a fait un survol ensemble de SurveyMonkey et Google Forms. Donc, je vous ai présenté sommairement là, un peu les deux outils pour vous permettre de faire un choix entre les deux, choix qui impliquait finalement le contenu de la journée d'aujourd'hui. Alors, voici le résultat du sondage. Il y a 9 personnes qui ont répondu et le gagnant, c'est Google Forms. Donc, il y a des gens qui ont répondu qu'ils n'avaient pas de préférence, mais il y a seulement 22,2% des 9 répondants qui ont opté pour SurveyMonkey. Alors aujourd'hui, on va parler de Google Forms. Maintenant, je ne vais pas que parler de Google Forms, je vais aussi vous parler de d'autres outils qui sont complémentaires à toute conduite d'un sondage en ligne. Donc, ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres outils comme SurveyMonkey ou n'importe quel autre outil de sondage que vous voudriez utiliser. Mais je vais principalement quand même parler de Google Forms. Alors, voilà, ça va être ça aujourd'hui. Alors, en gros, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui par rapport à Google Forms, c'est comment faire un sondage. Je vais vous montrer quelques éléments un petit peu plus avancés par rapport à ce que j'avais montré sommairement la dernière fois. On va parler un petit peu plus de l'habillage visuel, c'est quoi les paramètres au niveau du travail d'équipe, les différentes techniques de diffusion du sondage, donc comment faire savoir aux gens que vous avez un sondage et comment les inviter à y répondre. La compilation et l'analyse des résultats et comment partager les résultats du sondage une fois qu'il est terminé. Donc, en gros, c'est ça qu'on va voir et vous allez voir, il y a un paquet de petits éléments un peu plus détaillés là, au fur et à mesure du contenu. Alors, je vais commencer sans plus tarder avec la création d'un sondage avec Google Forms. Donc, une fois que vous êtes dans votre espace sur Google Disc, il s'agit d'aller cliquer sur le bouton Nouveau en haut à gauche et d'aller cliquer sur plus parce que Google Formulaire n'est pas parmi les premières options. Donc, il faut cliquer sur plus et ensuite aller sélectionner Google Formulaire. Et là, par défaut, vous allez arriver à un écran comme celui-ci. Si jamais vous ne voulez pas partir d'une page blanche, entre guillemets, mais vous voulez utiliser un des 16 gabarits proposés dans la suite Google, il va falloir que vous cliquiez sur le bouton Formulaire sans titre en haut à gauche, ce qui va vous permettre ensuite d'accéder à la galerie de modèles. Donc, le chemin pour s'y rendre est un petit peu obscur, fait que je trouvais que c'était quand même intéressant de vous montrer par où passer pour accéder aux 16 modèles proposés par Google Formulaire, si vous voulez partir d'un de ces modèles-là. Moi, dans le cadre de mon exercice, je suis partie d'un formulaire vanille, là, sans aucun gabarit. Je voulais le partir, c'est ça, comme complètement à neuf. Alors, il s'agit de donner un titre à notre sondage, de donner une description. Et ensuite, Google Formulaire nous propose tout de suite de commencer avec une question à choix multiple par défaut, mais on n'est pas obligé de respecter ça, on peut décider de faire autre chose. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà répondu à mon sondage. Je pense que je vous l'avais fait parvenir à travers Martine de Compétences Culture. Et si vous aviez tenté de répondre à mon sondage, vous avez très certainement remarqué qu'il y avait des bugs. Il y avait des erreurs dedans. Je vais être en mesure de vous parler de ces erreurs-là. Comme ça, vous allez ne pas les faire quand ça va être votre tour de faire un sondage avec des questions similaires. Donc, c'était vraiment un petit sondage un peu bidon, entre guillemets. C'est juste pour faire l'exercice pour pouvoir vous montrer certains aspects de Google Formulaire. Alors, j'ai choisi comme thématique est-ce que les Québécois sont heureux en hiver? Et là, j'avais comme des espèces d'hypothèses dans ma tête par rapport à ça. Je me disais, les gens qui sont actifs physiquement, qui font du plein air l'hiver,
ont probablement une perception de l'hiver plus positive, qu'une sensation de bonheur plus positive que ceux qui restent à l'intérieur et attendent que ça finisse. Donc, c'est un petit peu mon hypothèse que j'ai voulu vérifier. Et évidemment, ça n'a pas donné quelque chose de scientifique parce que mon échantillon n'était pas assez grand, mais j'ai quand même eu des réponses intéressantes. Alors, la façon dont je voulais structurer mon sondage, puis là, je vous ai fait un schéma très simplifié, mais je vous recommande dans tous les cas, si vous voulez faire un sondage avec des embranchements, ou peu importe le type de sondage que vous voulez faire, c'est toujours une bonne idée de le faire entre guillemets sur papier avant d'aller le créer comme tel dans Google Formulaire pour avoir comme une vue d'ensemble claire sur comment vous allez le structurer puis qu'est-ce que vous voulez tester. Donc, ici, je vous ai mis la première question de mon sondage. Faites-vous des activités en plein air l'hiver? Et là, j'avais 4 choix de réponse. Les 2 premiers, c'est tous les jours ou presque, ou toutes les semaines. Puis les 2 derniers choix de réponse, c'est rarement ou jamais. Alors, c'est comme ça que j'ai voulu départager les gens qui sont actifs en plein air versus ceux qui ne le sont pas, ou moins. Et là, selon les réponses, je les envoyais à des sections différentes de mon sondage où il y avait, en fait, il y avait une question parmi les, je ne me souviens plus, 6 ou 7 questions que j'avais dans chacune des sections. Il y avait une question qui était très différente d'un groupe versus l'autre, mais les autres questions étaient exactement les mêmes. Donc, je voulais avoir la possibilité de facilement comparer les deux groupes au niveau de leurs réponses. Évidemment, au niveau de la section 2, une fois que mes actifs, je vais les appeler comme ça, là, mes actifs ont répondu à la section 2, je ne voulais pas qu'ils s'en aillent à la section 3 parce que là, ça aurait été vraiment, ça aurait été beaucoup trop redondant, là, ces questions-là. Il y avait une des questions qui s'adressait carrément pas à eux, puis les autres questions, c'était les mêmes que celles auxquelles ils venaient juste de répondre. Alors, il fallait qu'à la suite de la section 2, le formulaire les envoie directement vers le bouton qui leur permettait d'envoyer le sondage, donc de le terminer. Si je ne spécifiais pas cette action-là, par défaut, Google Formulaire les envoyait à la section 3. Donc, je vais vous montrer comment faire ce type d'opération-là pour que vous puissiez faire des sondages avec embranchement. Donc, pour ceux qui avaient répondu rarement ou jamais, ils n'avaient pas accès à la section 2, ils s'en allaient directement à la section 3 et ensuite, ils envoyaient le sondage. Donc, la première question, c'était ça. Faites-vous des activités en plein air pendant l'hiver? Ça, c'était ma section 1, finalement, par défaut. Et évidemment, il fallait que cette question-là soit obligatoire, parce que c'est ça qui déterminait tout le reste du sondage. Ensuite de ça, j'ai créé une nouvelle section en cliquant sur l'icône ici. Et là, ici, j'ai une section sans titre. J'ai choisi, dans le cadre des personnes qui sont actives physiquement, je leur ai demandé une question avec des cases à cocher. Donc, quels sont les types d'activités que vous aimez pratiquer pendant l'hiver? C'est quoi que vous avez fait dans les 2 dernières années? Et là, ici, je leur proposais une petite description qui est finalement une instruction qui dit cocher toutes les activités qui s'appliquent à vous. Et ensuite de ça, j'ai nommé ma section. Donc, vous faites des activités en plein air. Bravo, c'est bien. Ensuite de ça, j'ai créé une troisième section, finalement, pour mes personnes qui font peu ou pas d'activités. Et au lieu de leur demander quelles activités ils font, parce qu'évidemment, ils n'en font pas tant que ça, ou ils n'en font pas du tout, je leur ai demandé plutôt une question ouverte. Alors là, je leur demandais, dites-moi en quelques mots, pourquoi vous ne pratiquez pas ou rarement des activités en plein air durant l'hiver? Et là, je vais vous expliquer à la fin comment est-ce qu'on peut procéder pour l'analyse de questions ouvertes comme celle-là. Ensuite de ça, toutes les questions étaient les mêmes, que ce soit dans la section 2 ou 3, pour mes deux groupes, c'était exactement les mêmes questions. Donc, faites-vous des voyages dans les pays chauds l'hiver? Là, je posais un paquet de questions un peu autour de la thématique de comment on fait pour finalement survivre à l'hiver. Et à chaque question, bien évidemment, je faisais une copie de la question pour aller porter la copie dans l'autre section, de façon à ce que mes deux sections soient exactement pareilles. Alors, ça, c'est l'icône qui vous permet d'attraper votre copie de question pour aller la porter, dans une autre section.
Alors, voilà, donc là, vous voyez que j'ai exactement la même question qui s'est répétée dans ma section 3. Alors, j'ai voulu faire des tests avec les échelles linéaires. Alors, j'ai demandé aux gens, l'hiver au Québec est trop long. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cet énoncé-là? Donc, 1, tout à fait d'accord. 4, pas d'accord du tout. Là, c'est à vous de voir quand vous faites un genre de questions comme ça à échelle linéaire, est-ce que vous permettez aux gens d'avoir une réponse neutre ou pas? Moi, j'ai choisi d'obliger les gens à prendre position. Autrement dit, avec un chiffre pair, soit qu'ils sont d'accord un peu ou tout à fait d'accord, ou pas d'accord ou pas du tout d'accord, mais ils sont obligés de prendre position. Donc, à vous de voir si vous voulez leur permettre de dire ben, je suis ni d'accord ni pas d'accord avec cette question-là. Donc, il y a différentes approches à faire avec ça. Ensuite de ça, alors là, ici, je vous ai là, et c'est ici que je vous montre comment, à partir de ma première question, comment est-ce que je gère mon embranchement. Alors ici, je vais cliquer pour accéder à une section en fonction de la réponse. Ça, c'est ma première question où je leur demande s'ils font de l'activité ou pas. Et ici, je vais pouvoir dire à mon formulaire, bon, ben, si la personne répond tous les jours ou presque, tu l'envoies à la section 2. S'il répond toutes les semaines, tu l'envoies aussi à la section 2. S'il répond rarement, tu l'envoies à la section 3. Et ici, il fallait que je mette aussi accéder à la section 3. Alors, c'est vraiment simple à faire là, au niveau des embranchements. Ici, c'est l'endroit à la fin de ma section 2 où je ne veux pas qu'il s'en aille par défaut à la section 3, je veux qu'il puisse envoyer le formulaire tout de suite. C'est ici que je vais pouvoir dire à mon formulaire, envoie le formulaire. Donc, ne passe pas à la section 3 finalement. Sinon, il l'aurait fait par défaut si je n'avais pas spécifié ça. Alors, d'après vous, parmi les choix suivants, lesquels aident à combattre le blues de l'hiver? Ah oui, ça, c'était un des bugs de mon sondage. J'ai voulu expérimenter la validation des choix de réponse avec une question avec des cases à cocher. Alors ici, j'ai cliqué sur validation de la réponse. Pour moi, j'ai été déçue un petit peu de cette fonctionnalité-là de Google Formulaire parce que, en fait, ça, c'était une bonne réponse, ça, c'était toutes des bonnes réponses, sauf les deux concernant les vitamines. Selon mes lectures, ça serait le complexe B dans les vitamines qui aide à gérer l'humeur, donc les blues de l'hiver, etc. Alors, j'avais 6 réponses sur 8 qui étaient bonnes et je savais exactement lesquelles 6. Alors, mais c'est pas c'est pas ce que Google Formulaire me permet de valider. Tout ce qui permet de valider, c'est le nombre de réponses qui doivent être sélectionnées. Autrement dit, cette fonctionnalité-là va être utile pour vous seulement si vous dites parmi les choix suivants, choisissez les 3 qui sont les plus importantes pour vous. Okay? Et là, si la personne en choisit 2, ben, là, il va y avoir un pop-up qui va dire ben, il faut que vous en choisissiez 3. Ou si la personne en choisit 5, elle n'a pas lu la consigne ou elle n'a pas respecté, il va y avoir un pop-up qui va dire il faut que tu en choisisses 3. Alors, ça peut être utile dans ce cas-ci, mais là, moi, je voulais valider vraiment c'était quoi les bonnes réponses, un peu à la manière d'un quiz. Et ça ne fonctionnait pas. Fait que quand j'ai fait le test avec plusieurs de mes amis, j'ai quand même eu 40 personnes qui ont répondu à mon sondage, des gens qui m'aiment beaucoup dans mes amis. Et j'avais des réponses, des gens me disaient ta question est buggée, ça ne marche pas, j'arrive pas ils me forcent à mettre 6 réponses, ou en tout cas, bref, ça ne marchait pas du tout au niveau de la conception. Fait que faites pas ce genre d'erreur-là. Alors, voyez-vous, là, j'ai tenté de modifier ma question par la suite pour essayer de la patcher et de modifier aussi le message d'erreur pour que ce soit plus clair. Puis malgré ça, ça fonctionnait juste pas. Là. Donc, ce genre de fonctionnalité-là, comme je vous disais, ça fonctionne vraiment juste s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
mais que vous voulez avoir un certain nombre de cases à cocher qui fonctionnent. C'est là que vous allez réussir à faire un bon usage là, de ce type de fonctionnalité-là. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous parler. Ah oui, puis un autre, j'ai oublié de faire les captures d'écran. Il y avait une autre question qui était vraiment buggée, que j'ai mal utilisée, puis je vais vous en parler parce que pour vous éviter la même erreur, je demandais aux gens dans le sondage combien d'heures vous passez par jour ou par semaine, combien d'heures vous passez par semaine en moyenne devant la télé ou devant Netflix. Et j'avais utilisé le type de question des heures. Et là, je n'avais pas compris à quoi ça servait finalement les heures dans ce type de question-là, dans Google Formulaire. En fait, ça sert plus à la prise de rendez-vous. Donc, à quelle heure vous voulez prendre rendez-vous, à quelle heure vous êtes disponible. Parce que là, ça l'obligeait à mettre des heures et des minutes. Donc, et je ne pouvais pas dépasser 24 heures parce que c'est ça, ça va de 00 à 24 au niveau du nombre d'heures dans une journée. Alors, il y a des gens qui auraient voulu répondre que moi, j'écoute la télé pendant 60 heures par semaine. Je me dis, oh mon Dieu, ma tante Mireille, c'est beaucoup trop. Mais en tout cas, bref, là, je dis, regarde, c'est pas grave, c'est juste un sondage bidon, mets 24, puis ça va être correct. Et les gens n'avaient pas le réflexe de mettre 24, 00. Alors, ça ne marchait pas du tout pour cette question-là. Alors, faites pas cette erreur-là. Maintenant, je vais vous parler de l'habillage visuel de vos formulaires Google. Alors, si vous voulez sélectionner une image dans la tête, vous allez cliquer premièrement sur la petite palette d'artistes en haut. Et ensuite, vous allez cliquer sur sélectionner une image. Google, votre formulaire, comme je vous ai montré la dernière fois, va vous suggérer un paquet d'images déjà cannées là, desquelles vous pouvez choisir. Mais si vous voulez que ce soit personnalisé avec votre propre photo que vous avez, vous pouvez téléverser des photos en provenance de votre ordinateur. C'est très, très facile à faire. Et après ça, il va vous demander de la cadrer, selon ce qui fait votre affaire. Évidemment, c'est un format panoramique, là, très, très sur le long. Alors là, vous allez pouvoir déplacer la boîte là, pour le cadrage qui fonctionne le mieux pour vous. Alors moi, je m'étais pris un visuel d'hiver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va automatiquement ajuster la palette de couleurs en fonction de l'analyse des couleurs de votre image. Donc, avant de faire l'upload de l'image, j'étais dans du mauve, du violet, alors que là, tout de suite, il m'a mis dans une palette de gris, brun, etc. Vous pouvez toujours changer la palette de couleurs par vous-même après, mais il va comme en faire l'adaptation automatique pour vous. Maintenant, pour ajouter, j'ai eu des questions la dernière fois par rapport à ajouter des logos. C'est très compliqué de faire apparaître un logo correctement dans l'image d'en-tête. Moi, je vous dirais, cassez-vous pas la tête avec ça, puis insérez-le plutôt après le descriptif de votre formulaire. Pardon. Alors, vous cliquez sur le petit icône image ici à droite, et ensuite, vous allez chercher sur votre ordinateur votre logo. Et là, vous avez la possibilité, en cliquant sur les 3 points ici, de le centrer, de l'aligner à gauche, à droite. Vous pouvez le supprimer, changer d'image. Et ce qui est possible de faire aussi, c'est de modifier la taille. Moi, je trouvais que mon logo, finalement, était beaucoup trop gros. Donc, en attrapant un coin, c'est possible de faire une modification pour le rapetisser. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai placé le logo. C'est toujours le fun quand même de mettre un logo quelque part, soit au début ou à la fin de votre questionnaire pour donner un petit peu de crédibilité là, à votre sondage. Donc, l'image d'en-tête permet quand même d'exprimer visuellement le thème du sondage puis lui donner un aspect plus professionnel. Le logo permet d'y mettre une touche de crédibilité. Pour le reste, le visuel, je vous dirais, utilisez-le de façon parcimonieuse. Mettez-en pas trop, mettez ce qu'il faut pour aider les gens à répondre aux questions. Tu sais, si l'image est un élément d'information qui va aider les gens à répondre à une question, ou comme l'exemple que j'avais montré à la première rencontre, peut être un élément marketing aussi pour donner le goût à votre répondant d'en savoir plus ou de s'inscrire à votre événement.
C'est toujours possible aussi de faire le test, de rajouter une petite vidéo très courte ou une image. Mais moi, je vous dirais rester zen quand même au niveau du visuel. Maintenant, par rapport au travail d'équipe, donc si vous voulez, si vous êtes plusieurs dans l'équipe à avoir besoin de travailler ensemble sur un sondage, je vous en parlais la dernière fois, c'est assez limité, donc il n'y a pas, vous pouvez juste partager à des gens qui vont avoir des droits de modification sur votre sondage. Donc, vous ne pourrez pas partager à des gens de façon à ce qu'ils puissent juste voir le sondage. Il va falloir ils vont aussi pouvoir le modifier. Malheureusement, il y a cette contrainte-là. Alors, la façon dont on procède pour ça, c'est que vous allez dans votre Google Disc, vous sélectionnez votre fichier sondage et vous cliquez avec la souris de droite et vous allez avoir l'option ici de partager, partager votre sondage. Et ici, vous voyez, il y a juste l'option de modification qui est possible. L'autre chose par contre, sur laquelle vous avez un contrôle, c'est que vous pourriez dire, ben, je veux que mes collaborateurs, OK, ils vont pouvoir modifier le contenu du sondage, mais je ne veux pas qu'ils puissent ajouter d'autres collaborateurs ou supprimer des collaborateurs. Donc, vous pouvez vous garder, vous, ces droits ultimes-là, juste à vous, et d'inviter les gens à modifier le sondage seulement, ou à le regarder, mais ils vont avoir le droit de le modifier par défaut. Quelques autres petits paramètres qui sont intéressants à connaître avec, avec Google Formulaire. Donc, si vous cliquez sur le petit engrenage en haut à droite, au niveau des paramètres généraux, donc vous avez la possibilité de collecter par défaut les adresses courriels. Je ne l'ai pas testé, mais je crois que ce que ça fait, c'est qu'il va obliger la personne à renseigner son adresse courriel avant d'avoir accès au sondage. Moi, je vous recommande de ne pas faire ça, à moins que vous vous adressiez à des gens qui vous connaissent super bien, avec qui vous avez déjà une très, très bonne relation et que ça ne leur dérange pas de faire un sondage qui n'est pas anonyme. Mais tu sais, par défaut de demander l'adresse courriel des gens, c'est quelque chose de quand même assez, je dirais, agressif. Habituellement, moi, si je demande l'adresse courriel des gens, je la demande en dernier et j'en fais une question qui est non obligatoire. Mais encore là, ça dépend de votre contexte, là, comment vous voulez faire ça. Nécessite une connexion, une réponse maximum. Ça, je ne l'ai pas testé. Les participants, vous pouvez décider si oui ou non, ils peuvent modifier leur réponse après l'envoi. Donc, si jamais ils se rendent compte qu'ils ont mal répondu en y repensant le soir, j'ai mal répondu à cette question-là, j'aimerais ça la modifier, ils vont pouvoir retourner au formulaire pour le modifier. Et si vous voulez partager avec eux les graphiques récapitulatifs et les réponses par message texte, c'est possible. Je ne l'ai pas testé, mais ça serait à vérifier. Là, ça pourrait être fait de cette façon-là. Au niveau de la présentation, donc vous pouvez afficher la barre de progression. Donc, si vous avez un sondage qui est quand même assez long, vous allez peut-être vouloir encourager votre répondant en lui disant « T'en as fait 50%, lâche pas! » Vous pouvez aussi décider de trier les questions en mode aléatoire ou d'afficher à la fin un lien pour envoyer une autre réponse si vous voulez permettre aux gens de répondre plus qu'une fois. Je ne sais pas pourquoi on pourrait vouloir faire ça, mais en tout cas, vous avez cette option-là. Et quand la personne a envoyé son questionnaire rempli, vous pouvez personnaliser le message de confirmation. Donc, merci d'avoir répondu au sondage. Là, j'ai mis aller jouer dehors et passer un bel hiver. Vous pouvez mettre n'importe quel message là-dedans. Il faut cliquer bien sûr sur enregistrer pour que ce soit effectif. Alors, ça donnerait ceci à la fin d'un sondage. Au niveau de la barre de progression, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Là. Ici, il va vous montrer le nombre, s'il y a plusieurs sections, il va vous montrer le nombre de pages qu'il y a à remplir et où est-ce qu'il est rendu. Ou alors le nombre de questions si vous avez juste une section. Maintenant, au niveau de la diffusion du sondage, une fois que votre sondage est tout prêt,
Je vous dirais avant même de commencer à l'envoyer dans la nature, faites un test avec quelques personnes de confiance pour vérifier que vous n'avez pas fait de bug, ce que j'ai pas fait. Alors, ne faites pas cette erreur-là, puis je vous en avais parlé d'ailleurs au premier webinaire. Donc, pour envoyer le sondage, il s'agit de cliquer en haut à droite sur Envoyer. Et là, vous avez trois options ici. Vous pouvez l'envoyer par courriel, aller chercher, utiliser un hyperlien ou faire une insertion code directement dans votre site web. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait le test rapidement de voir qu'est-ce que ça donne si on inclut le formulaire dans un courriel et j'ai été, ma foi, très déçue. Moi, je vous invite à ne pas faire ça parce que c'est, en tout cas, ce que ça fait, c'est qu'il va donner un look, entre guillemets, à votre courriel qui ressemble à votre sondage, qui donne un petit peu un avant-goût à quoi votre sondage va ressembler. Mais vous n'avez pas nécessairement l'option de personnaliser votre message tant que ça. Et en fait, les gens ne peuvent pas répondre aux questions directement dans le courriel, évidemment. Ça laisse croire que oui, mais en fait, c'est une image sur laquelle il y a un lien et ça les envoie ensuite sur le sondage. Moi, je préférerais en fait d'utiliser plutôt l'hyperlien raccourci et de créer moi-même mon propre courriel plutôt que de faire à croire que visuellement qu'il pourrait répondre tout de suite à la question dans le courriel, ce qui est techniquement impossible. Là. Alors, ça, c'est l'option de l'hyperlien, donc l'utilisation de l'hyperlien. Moi, je vous suggère de raccourcir l'URL. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte juste un clic. Et c'est plus élégant qu'un URL qui est super long. Donc, dans un courriel, vous pouvez utiliser l'hyperlien soit dans un courriel, soit dans un site web, soit sur les médias sociaux. Vous pouvez l'utiliser n'importe où. Dans un courriel, en fait, peu importe où est-ce que vous l'utilisez, c'est toujours intéressant de leur expliquer pourquoi vous voulez leur feedback, pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que vous allez faire avec les résultats, comment leurs commentaires vont être utilisés, puis qu'est-ce qu'eux ont à gagner à répondre à votre sondage. Donc, ça, c'est trois petits points là, qui sont intéressants à mettre dans votre texte pour inciter les gens à cliquer sur le lien pour aller répondre au sondage. Si vous envoyez un courriel, je vous parlais à la première rencontre que c'est toujours le fun de humaniser, de montrer c'est qui fait le sondage. Donc, ça peut être le fun aussi que l'adresse courriel de la personne qui envoie, si vous faites un envoi courriel, que ce soit un nom, que ce soit Martine Adolphe plutôt que Compétences Culture. Quoique Compétences Culture, c'est quand même une organisation que vous connaissez bien, mais si vous envoyez ça à des gens avec qui vous n'avez pas nécessairement une relation très intime, c'est toujours plus le fun si c'est le nom d'un individu qui apparaît. Le sujet de votre courriel est super important aussi pour motiver les gens à ouvrir le courriel. Et ça, je vous en avais parlé à la première rencontre. Je vous suggérais de nommer votre sondage avec une question. Donc, comme par exemple, dans mon exemple d'aujourd'hui, c'est les Québécois sont-ils heureux en hiver? Donc, ou alors, trouver une façon de nommer votre courriel qui va rendre le clic irrésistible aux gens pour qu'ils ouvrent le courriel. Le mot sondage a souvent une connotation négative. Vous pourriez tester en utilisant plutôt le mot questionnaire. Ça fait moins peur qu'un sondage. Fouille-moi pourquoi. Indiquer le nombre de questions, le temps que ça va prendre, on a déjà vu ça à la première rencontre. Utiliser une phrase comme ça nous aiderait vraiment, ou ça va être super utile, ou c'est primordial pour notre développement. Ce genre de phrase-là va augmenter le taux de réponse. Alors, servez-vous-en. Utiliser un appel à l'action clair et positif tel que, bon, donner, je donne mon avis ou répondre aux 8 questions. Donc, si vous mettez un lien sur votre site web puis vous mettez des boutons là, pour envoyer les gens vers le sondage, vous pourriez utiliser des appels à l'action comme ceux-là pour inciter les gens à y répondre. C'est aussi possible d'intégrer en HTML le sondage directement dans votre site web. J'ai voulu faire le test, puis j'ai eu un problème technique avec mon WordPress qui a fait en sorte que j'ai pas pu faire le test, mais je l'avais déjà fait autrefois. Je sais que ça marche.
Je sais que ça marche, mais je vous dirais, vérifiez, parce qu'on est quasiment en 2020, faites-le avant de le diffuser, vérifiez que ça fonctionne bien sur téléphone. Parce que il y a plus de 50% du trafic, dépendamment c'est qui vos publics cibles, puis vos personas, puis à qui vous envoyez ça. Mais il y a probablement des fortes chances que les gens aillent sur votre site web par une application mobile ou par téléphone ou par tablette. Donc, vérifiez que cette intégration-là va bien s'afficher correctement. L'autre c'est aussi d'utiliser, ah oui, puis là, vous avez la possibilité aussi de modifier la largeur puis la hauteur là, du frame dans lequel va le cadre, l'encadré dans lequel va apparaître le sondage. Vous avez aussi la possibilité de partager directement sur Facebook ou sur Twitter. Je vous ai fait une capture d'écran ici de ce que ça donne sur Facebook. Alors, ça serait ici, évidemment, je vous invite fortement à écrire un commentaire, là, à dire pourquoi vous faites ce sondage-là, à qui ça s'adresse, à quoi vont servir les résultats, etc., etc. Donc, puis sur Facebook, vous avez l'option aussi de dire aux gens, partagez dans vos réseaux si vous trouvez ça pertinent. On a toujours plus de partage dans Facebook quand on le demande que quand on ne le demande pas. C'est sûr que si à chaque publication qu'on fait sur Facebook, on demande aux gens de partager, à un moment donné, les gens ne partageront plus. Il faut choisir nos publications de façon stratégique, mais très souvent, faites le test, si vous ne l'avez pas déjà fait, quand on demande, on reçoit très souvent. Alors, une fois que vous avez un nombre suffisant de réponses ou mettons que vous vous êtes donné une date limite, là, à telle date, telle heure, on ferme le sondage, puis peu importe le nombre de réponses qu'on a, vous allez, ici, vous allez fermer ce petit bouton-là pour dire à Google Forms, fini, on ferme le sondage. Moi, après 40 réponses, j'étais contente. Je n'avais pas besoin d'en prendre plus, puis j'avais besoin de commencer tout de suite à travailler avec les résultats. Donc, quand on clique là-dessus, ça dit réponse refusée. Et là, si encore, ça circule encore sur le web, puis il y a encore des gens qui tentent d'accéder à votre sondage, ben, il va avoir vous pouvez écrire un petit message personnalisé qui va dire merci pour votre participation. Ce sondage est maintenant terminé. Bonne fin de journée à vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Mais juste pour indiquer aux gens, ben, tu arrives trop tard. La boutique est fermée. Alors, voilà. Maintenant, concernant la création des rapports, alors, si on clique ici sur l'onglet Réponses, ça je vous l'avais montré la dernière fois, vous avez la possibilité de voir un résumé de l'ensemble des 40 réponses, des 40 répondants par question, ou vous pouvez regarder de manière individuelle, donc les 40, un par un, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Donc, vous avez ces possibilités d'analyse-là si vous voulez vraiment fouiller dans le détail. C'est des choses qui sont intéressantes à regarder quand on a un petit sondage là, avec lequel on a moins d'une centaine de réponses. Mais quand on commence à avoir beaucoup, beaucoup de réponses, on ne commencera pas à les regarder individuellement parce que c'est beaucoup trop long. Alors, on va plutôt regarder le résumé. Alors, pour créer un PDF de ça, euh, la façon que j'ai trouvé qui fonctionnait le moins pire, c'est très frustrant les PDF avec Google Formulaire, je ne vous le cacherai pas. Ça serait de faire ben, fichier imprimé, comme si vous vouliez imprimer la page, du site web. Et là, ici, vous allez, là, je ne sais pas, ça dépend de votre interface d'imprimante, mais vous avez la possibilité d'enregistrer au format PDF plutôt que de l'imprimer. Et là, ça va vous créer un PDF qui va s'en aller sur votre ordinateur. Ça donne quelque chose de franchement pas très élégant. Peut-être que si vous êtes équipé avec Acrobat Pro, vous allez pouvoir enlever les éléments de trop, puis retravailler ça visuellement pour que ça ait une forme un petit peu plus intéressante. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre, si vous n'avez pas, ça c'est à condition que vous n'ayez pas 150 questions. De toute façon,
un sondage avec 150 questions, c'est beaucoup, là. Essayez de garder ça court, mais vous avez la possibilité de copier graphique par graphique pour insérer, par exemple, dans un document Word ou un InDesign ou dans un autre logiciel de mise en page. Moi, je l'ai testé avec Word et j'ai été encore une fois assez déçue parce que ça donne quelque chose de très flou. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris au niveau des paramètres dans Word. Je ne suis pas une spécialiste de Word, ce n'est pas un logiciel dont je me sers beaucoup. Fait qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont avoir des trucs. Moi, tout ce que j'ai trouvé comme truc, ici, j'ai voulu faire, ici, j'ai testé, ça, c'était la copie. Ici, j'ai fait une capture d'écran et ça donne quelque chose d'un peu moins pire, mais c'est encore vraiment pas génial. Et l'autre chose que j'ai trouvée, c'est en sélectionnant mon image dans Word, en allant dans le format de l'image, j'ai la possibilité, en ajustant l'image, d'augmenter la netteté pour que ce soit un peu moins flou. Mais je n'ai pas fait le test de l'imprimer. Probablement qu'une fois imprimé, ça doit être vraiment pas très chic. Donc, si vous voulez en faire vraiment un beau document imprimé, papier glacé, en plusieurs exemplaires et tout, vous allez être probablement un peu déçu. C'est plus pour l'affichage à l'écran dans un PDF qui serait peut-être transmis de manière électronique que ça pourrait passer. Mais si vous voulez l'imprimer, je ne suis pas sûre que ça va donner un bon résultat. Donc, ça, c'est assez décevant. Côté Google Forms, vous pouvez aussi exporter vos résultats dans un Google Sheet, donc qui est le tableur qui correspond à Excel. Si vous êtes super à l'aise dans Excel, puis vous savez déjà comment, avec Excel, créer des beaux graphiques et tout ça, vous avez la possibilité de télécharger vos résultats Google Sheet dans un fichier Excel pour le retravailler ensuite. Et là, vous avez toutes les libertés si vous êtes bon dans Excel. Moi, je ne suis pas spécialement bonne dans Excel. Fait que je ne vous donnerai pas un cours d'Excel ce midi, c'est sûr. J'ai fait une découverte dans le cadre de mes recherches que j'ai trouvé super chouette. C'est pas simple, mais c'est vraiment une belle découverte qui est Google Data Studio, qui est un outil gratuit qui permet de créer des mises en page de résultats d'analyse de données. Donc, les gens vont s'en servir, entre autres, pour les données de fréquentation de leur site web, donc toutes les données Google Analytics, ou pour les gens qui font de la publicité en ligne avec les Google Ads, peuvent créer des rapports très visuels et super personnalisés avec ce petit outil-là. Et les sondages créés avec Google Forms sont absolument super compatibles avec cet outil-là aussi. Fait que c'est vraiment, ça vous permet vraiment de faire des super beaux rapports. Là, je vous mets un exemple là, parmi les exemples fournis par Google, juste pour vous donner une idée du look que ça peut donner. Et là, ben moi, c'est sûr que je ne l'ai pas tout exploré en détail. J'ai joué avec pendant un petit bout de temps pour voir c'était quoi les possibilités. Et ma foi, c'est quand même assez intéressant. On peut changer les couleurs, ce qu'on ne peut pas faire avec le PDF standard là, de Google Formulaire qui vous impose sa charte de couleurs, puis qu'on ne peut pas changer les libellés, on ne peut rien faire là, pour le personnaliser. Alors qu'ici, je peux tout changer, je peux aller modifier dans mon Google Sheet mes libellés, il va les mettre à jour automatiquement. J'ai juste à faire à peser sur un piton, puis il va le remettre à jour. Je peux choisir ma couleur de fond, je peux choisir ma couleur de mes graphiques. C'est très flexible au niveau visuel. Et juste pour vous donner une idée, ça c'était le résultat de ma question d'échelle linéaire. L'hiver au Québec est trop long. Puis là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça ne dit pas grand-chose. Donc, dans mon Google Sheet de mes résultats, j'ai été changée par tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord du tout. Et là, j'ai importé ça dans Google Data Studio. Et là, j'ai été en mesure de faire des super beaux graphiques là, avec. Ça n'a pas été long, ça a pris quelques minutes. Là, donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, je suis capable de mettre mes deux groupes dans la même page pour pouvoir les comparer. Alors, voyez-vous que
ceux qui ne sont pas très actifs, il y en a le 3/4 d'entre eux qui sont vraiment d'accord avec le fait que l'hiver au Québec est trop long. La proportion est moins grande chez ceux qui sont actifs. Donc, il faut aller jouer dehors si on ne veut pas trouver l'hiver trop long. Alors, vous voyez, c'est le genre de comparatif qui est facile à faire quand on peut mettre les graphiques dans l'ordre qu'on veut, ce qui est plus difficile à faire avec finalement l'outil natif là, de Google Formulaire. Quel est votre bonheur ressenti en hiver? Donc, ça, c'est un autre exemple. Oups, est-ce que quelqu'un qui... Oui, Christine, tu lèves la main, tu veux poser une question? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Alors, je me demandais comment on liait les deux, comment on liait notre formulaire avec Google Data Studio. Oui, tu me devances d'un jet de pierre, Christine, je vais le montrer tantôt. C'est très simple à faire, en fait. J'ai quelques captures d'écran qui montrent comment faire ce lien-là entre les deux. Alors, ça s'en vient. Alors, ça, c'est un autre exemple d'un graphique qui a été généré automatiquement par Google Formulaire. Et là, vous voyez que je ne suis pas capable de lire toute la fin des phrases. Puis je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de frustration-là dans vos résultats de sondage quand les gens répondent, mettons que je laisse la possibilité aux gens de répondre autre en plus de mes choix de réponse. Des fois, les gens ils écrivent des super longues phrases, puis là c'est coupé, fait que je ne peux pas voir ce que c'est au complet. Alors que ici, dans Google Data Studio, ben, je vois je suis capable de tout voir, ce que les gens ont écrit, donc je n'ai pas cette frustration-là. Donc, c'est vraiment un bel outil. C'est sûr que c'est pas super simple, il faut taponner, puis je vais vous fournir à travers Martine de Compétences Culture un lien vers un tutoriel en français qui va vous aider si vous voulez l'explorer, qui va vous prendre un petit peu plus par la main pour vous montrer comment s'en servir. Mais c'est ça, ça offre quand même beaucoup de possibilités. Donc, Christine posait la question à juste titre tout à l'heure, comment on fait pour lier les deux ensemble? En fait, quand vous allez avoir terminé votre sondage dans Google Formulaire, vous allez l'exporter dans un Google Sheet, OK, avec le petit icône vert là, que j'ai montré dans quelques captures d'écran un petit peu plus tôt tantôt. Vous créez un Google Sheet. Et c'est à partir de ce Google Sheet-là que Data Studio va aller chercher les données pour créer votre document. Alors, ici, je suis dans mon interface Data Studio. Je vais cliquer sur Créer. Et ensuite de ça, je vais cliquer sur Source de données. Et là, je vais aller dans mes Google Sheets. Donc, il faut au préalable avoir créé son Google Sheet avec nos résultats. Et là, si c'est la première fois comme c'était le cas pour moi, c'était ma première fois là, dans Google Studio, Data Studio. Alors là, il faut que tu l'autorises, tu lui dises oui, oui, c'est correct, tu peux y aller. Oui, oui, tu peux y aller dans mes Google Sheets, c'est correct. Vas-y, il te la demande 3 fois plutôt qu'une. Donc, une fois que tu lui as dit oui, ben, c'est qu'il accède à toutes tes Google Sheets que tu as créés qui sont disponibles dans le Drive. Donc, c'est pour ça qu'il te le demande 3 fois, probablement. J'ai oublié de fermer mon courriel. C'est pas grave. Donc, ici, j'ai choisi donc test sondage. Donc, c'était mon petit test sur est-ce que les Québécois sont heureux en hiver. Et là, alors là, je vais lui dire associer. Je vais lui dire associer. Et là, boum. Et là il m'a dit, tu as fait une erreur. Alors, ne faites pas cette erreur-là. C'est le fun de faire des erreurs pour que je puisse vous montrer quoi pas faire. Dans mes deux sections, j'avais plusieurs questions qui étaient exactement les mêmes. Et ce qui est arrivé, c'est que dans mon Google Sheet, mes colonnes avaient exactement le même libellé parce que c'était les mêmes questions. Alors là, il a fallu que je retourne dans mon Google Sheet parce que là, il me dit, écoute, l'entête des colonnes de feuilles doit être unique. Tu n'as pas le droit d'avoir des doublons. Il faut que toutes tes entêtes de colonnes soient différentes. Alors, il a fallu que je retourne dans mon Google Sheet puis que je change, mettons, dans ma section 3, que je mette un 1 devant ou à la fin de l'entête des sections correspondant aux questions pour qu'ils puissent faire la différence entre les deux.
Alors, ne faites pas cette erreur-là. Ou alors, c'était peut-être pas une erreur, mais il faut juste aller le modifier dans le Google Sheet pour pas qu'il soit mêlé. Et là, après ça, ben là, il va vous montrer c'est quoi toutes les entêtes de questions ou les types de questions avec le texte, date, nombre, etc. Et là, vous faites créer le rapport. Et c'est à partir du moment où vous avez fait créer le rapport que là, vous êtes en train de créer votre rapport. Et c'est là que le fun commence. Et là, il y a plein de possibilités. Vous voyez ici, j'ai comme un encadré qui me présente les résultats de ma première question. Puis ici, je pourrais choisir d'autres champs disponibles et je peux faire des tableaux croisés dynamiques. Je pourrais mettre en relation les réponses que j'ai eues à la première question avec les réponses que j'ai eues avec une deuxième. Donc, tu sais, il y a plein de possibilités. Ici, ben, je l'ai mis sous forme de graphique. Et là, juste pour vous donner une idée au niveau des insertions, là, tous les types d'insertions qui sont possibles de faire dans votre document. Et tous les types de... Puis là, ici, j'ai utilisé un thème graphique qui existait déjà avec une palette de couleurs prédéfinie que j'aimais bien, que vous pourriez modifier par la suite. Moi, je mettais ce fond jaune-là transparent. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Si vous voulez rajouter des graphiques, ils vous proposent toutes sortes de graphiques possibles et imaginables, juste pour vous donner une idée des différentes possibilités. Et une fois que vous avez terminé de faire votre rapport, c'est sûr qu'en quelques minutes, je n'ai pas le temps de tout vous montrer comment utiliser Google Data Studio. Je peux juste vous présenter l'outil pour que ça vous donne le goût d'aller l'explorer. Mais si vous voulez ensuite partager votre rapport, vous cliquez sur Partager, puis ensuite, vous allez pouvoir le télécharger en format PDF. Et ça donne un bien meilleur PDF potentiellement là, que ça donnerait avec la fonctionnalité native de Google Forms où tu sais, souvent, j'ai des tableaux qui sont, j'ai des figures qui sont coupées, je ne sais pas pourquoi ils ne me les montrent pas toutes au complet, puis c'est comme, c'est pas clean. Alors qu'ici, ben, c'est moi qui contrôle la mise en page là, de A à Z. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? OK, c'est ça. Donc ça, je vais vous faire parvenir ce petit lien-là vers un tutoriel en français qui vous donne un survol, là, puis qui vous montre un petit peu comment naviguer dans l'interface de Data Studio. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Maintenant, je vais vous parler des questions, les fameuses questions ouvertes. Il n'y a pas de baguette magique hein, par rapport aux questions ouvertes. La façon dont les professionnels du sondage fonctionnent, c'est vraiment de classer les différentes réponses dans des catégories, dans des thèmes, puis même des sous-thèmes. Ça peut se faire de manière artisanale. Moi, j'ai toujours fait ça à la main de façon artisanale parce que j'ai toujours fait des petits sondages qui avaient un petit nombre de répondants. Mais c'est sûr que si vous faites des sondages plus ambitieux avec des centaines de personnes qui répondent à vos sondages, puis que vous avez plusieurs questions ouvertes, je vous conseille de ne pas en faire trop de questions ouvertes. Là, ça va vous prendre des outils. Vous ne pouvez pas faire ça à la mitaine. C'est beaucoup trop long. Donc, si je prends, j'ai eu 12 personnes sur mes 40 qui ont répondu, qui faisaient rarement des activités en plein air l'hiver ou jamais. C'est sûr que c'est un échantillon qui est très petit. Je ne peux pas arriver avec une étude scientifique là-dessus, mais déjà, juste à regarder mes 12 réponses, je vois des thématiques qui se dégagent de ça. Donc, il y a des trucs liés à l'âge, liés à la santé, liés au manque de temps, au manque d'intérêt, la peur de se blesser, le froid qui revient souvent. Puis souvent, dans une seule réponse, je vais avoir plusieurs thématiques qui vont être mentionnées dans une même réponse. Donc, juste à regarder mes réponses, c'est ça, je peux déjà déterminer des catégories. Je vous montre ici un autre exemple d'un sondage que j'ai fait il y a quelques années où j'avais eu 67 réponses à une question ouverte. Je demandais aux gens si vous pouviez obtenir une réponse à n'importe quelle question concernant votre futur site web. Ce serait quoi la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Fait que là, évidemment, j'ai eu
j'ai eu toutes sortes d'affaires et dit de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de mots, de vocabulaire. J'ai fait de manière artisanale, j'ai regardé chacune des réponses ouvertes, les 67 qu'on m'a remis. J'ai pris le temps, puis je les ai classées par thématique. Alors, il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions en lien avec les coûts liés à la création d'un site web, à l'entretien d'un site web, à une plateforme pour faire un site web, mais tout ça autour de l'argent, combien ça coûte. Ensuite de ça, la thématique, l'autre thématique qui était très en demande, c'est la visibilité. Comment je fais pour rejoindre les gens, je veux atteindre mon public cible, c'est quoi les stratégies de promotion pour que les gens voient mon site. Donc, j'avais cette catégorie-là. J'avais plein de catégories. J'avais le référencement, j'avais à quoi ça sert un site web, comment on fait un site web, l'efficacité d'un site web, les objectifs, stratégie de contenu, etc. Donc, c'est des heures de plaisir de faire ça. Si vous faites des sondages qui sont très ambitieux, il existe des outils payants qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Je vous en mets deux ici, QDA Miner puis WordStat, qui sont assez connus, mais qui ne sont pas donnés. C'est plusieurs centaines de dollars par année pour avoir accès à ces outils-là. Donc, il faut que ça vaille la peine à quelque part. Alors, ce qu'ils vont faire, les outils, c'est ils vont faire vraiment des analyses sémantiques, puis ils vont eux-mêmes créer des thèmes et des catégories en fonction des mots qui reviennent le plus souvent. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un humain qui vienne repasser là-dessus, parce que ça reste des robots, puis ils ne vont pas nécessairement toujours faire les bons choix. Mais c'est ça. Je pourrais vous envoyer les liens descriptifs par rapport à ces outils-là. Sinon, j'ai trouvé des outils gratuits dont moi, je ne me suis jamais servie, mais que je me suis dit, oh, wow, c'est intéressant. Donc, Textalizer. Je suis désolée, je vous fournis une référence qui est en anglais. Je n'ai rien trouvé d'équivalent en français, malheureusement. Mais hotjar.com ont fait un billet de blog sur comment analyser les questions ouvertes et ils donnent toute la marche à suivre en utilisant un Google Sheet et Textalizer pour le faire. Et de manière très systématique, puis c'est super bien documenté. Donc, je vais vous fournir ces liens-là aussi. Donc, ça, c'est Textalizer qui vous permet de faire une analyse de texte même en français. J'ai été ravie, c'est français et anglais. L'interface va rester en anglais. Mais bref, vous pouvez rentrer votre texte ici ou mettre un hyperlien vers votre texte s'il est situé sur le web. Donc, moi, j'ai rentré ici toutes les réponses, les 67 réponses à ma question concernant le site web dont je vous parlais tantôt. Et là, il me présente les mots uniques dont la fréquence est la plus grande. Donc, c'est sûr que le mot site revient souvent parce qu'il s'agit d'un site web. C'est une question qui touche les sites web. Mais vous voyez que coût, améliorer, contenu, créer, plateforme, bénévole, ça s'adressait à des OBNL, mon sondage, base actuelle, visibilité. Donc, vous voyez que ça vient rejoindre un petit peu les catégories que j'avais déjà créées là, manuellement. Donc, il se fait une analyse, ça prend quelques secondes, puis boum, il vous donne déjà les mots qui reviennent le plus souvent dans les réponses. Il va vous donner aussi des expressions avec 2 mots ou des expressions avec 3 mots. Et ça, c'est super chouette parce que ça peut vous donner plein d'idées de comment catégoriser finalement vos réponses. Et l'article de Roger, il donne plein d'autres trucs aussi de comment se servir de votre Google Sheet pour aller chercher encore plus de richesse au niveau des catégories puis des sous-catégories. Évidemment, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ça là, mais si vous lisez l'anglais, je vous recommande fortement de lire ça. Et ici, il propose même un outil Google Sheet. Il l'offre gratuitement. Vous pouvez en faire une copie et l'insérer dans votre Google Drive. Et là, vous avez quatre onglets, là, puis ils vous disent exactement comment vous servir des 4 onglets. À la fin, ça vous permet de créer des graphiques avec des pointes de tarte, avec des colonnes, avec vos questions ouvertes. Donc, vous pouvez, par exemple, exprimer, ben, il y a 55% des répondants qui ont posé des questions en lien avec telle thématique.
Donc, vous pouvez donner vraiment des chiffres qui peuvent se communiquer aisément là, dans un rapport. Je vais vous faire parvenir aussi un autre billet en français, celui-là qui explique comment faire des graphiques professionnels dans Google Sheets, si vous préférez utiliser ça plutôt que Google Data Studio. Donc, si je, mon Dieu, il est déjà 12h55, si je récapitule, donc, créez votre sondage sur papier avant de le mettre en ligne. Donc, pensez-le, réfléchissez-le. Essayez d'avoir déjà une idée d'avance de quel type de graphique vous aimeriez avoir pour illustrer le résultat de chacune de vos questions. Pensez aux comparatifs que vous aimeriez mettre dans votre rapport, comme si vous faites, par exemple, un embranchement ou plusieurs embranchements. Est-ce que vous voulez faire des tableaux croisés dynamiques? Donc, est-ce que vous voulez mettre en relation telle donnée avec telle autre? Donc, visualiser, en créant le sondage, c'est toujours une bonne idée de visualiser de quoi va avoir l'air le rapport, comment est-ce qu'il va s'illustrer. Ça va vous aider à faire des bons choix au niveau des questions, des types de questions, puis comment structurer vos embranchements. Puis, testez votre sondage avec un petit échantillon de gens que vous connaissez, amical, avant de le lancer, qui va si vous utilisez des fonctionnalités plus avancées ou que vous n'avez encore jamais utilisées, vérifiez que ça marche avant de l'envoyer dans nature, parce que c'est toujours bien embêtant de faire des correctifs sur un sondage après qu'il ait été lancé, parce que là, ça peut fausser les premières réponses que vous avez reçues, etc. Donc, ça, c'est ma petite récapitulation d'aujourd'hui. Alors, sur ça, j'ai terminé. Je vais vous souhaiter de pouvoir aller jouer dehors pendant les fêtes. Il nous reste encore quelques minutes pour des questions, pas beaucoup. Je suis un peu désolée de ça. Mais enfin, bref, si vous voulez poser des questions. Alors, Daniel qui vient de lever sa main. Bonjour Marie-Jean, qu'est-ce que tu m'entends Oui, bien? je t'entends bien. Moi, en tout cas, je m'entends trop. C'est pas grave. En tout cas, ça sera pas long. Écoute, c'est un peu. Je voulais juste te remercier pour les 3 midis. C'était super utile. OK, super. Merci beaucoup. Ma question était un petit peu pour Martine. Un peu pour toi aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir les PPT de ta présentation des 3 midis? Parce que là, les liens qu'elle nous a envoyés, je pense qu'ils vont être temporaires ou ils passent par VIA. Dans ce temps-là, c'est temporaire, je pense. Ah oui, ben moi, c'est sûr que moi, ça va me faire plaisir de vous fournir les PDF là, pour que vous les gardiez. J'ai pas d'objection à ça. Là, puis je suis pas mal sûre que je devrais pouvoir m'arranger avec Martine pour que ça puisse se faire. Ils sont lourds un peu, il va falloir envoyer ça par Normalement, je les envoie par WeTransfer. Parce que ça ne s'envoie pas très bien par courriel. Là. Si je les envoie par WeTransfer. Tu vois, oui. Je pense qu'on a eu celui de la partie 1. OK. Il manquerait seulement les 2 derniers. OK. Fait qu'il manquerait les 2 derniers. Ben, je vais voir à ça avec Martine. Je pense pas qu'il y aura de problème. Là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Joyeuse fête. Ben, joyeuse fête toi aussi. Merci. Alors, les liens VIA que vous avez sont valables 6 mois, que dit Martine. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'êtes pas tannant? Est-ce qu'il y en a, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà utilisé Google Data Studio? Ça a l'air que non, je n'ai pas de réponse. Bon, ben. Ah oui, tu l'avais déjà utilisé, Daniel? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Comment ça s'était passé pour toi? Écoute, je te dirais que je le fais de manière minimale. OK. Moi, je m'en sers beaucoup pour mes formulaires d'inscription, en fin de compte. OK. Pour les sondages, je l'expérimentais un petit peu dans le cadre de l'étude du numérique qu'on avait fait.
ça allait bien, c'est correct. C'est sûr que je sais que SurveyMonkey est beaucoup plus... c'est plate, je m'entends, c'est dérangeant. Je vais enlever mes écouteurs. OK. Je l'ai essayé, mais SurveyMonkey, dans le passé, je pense qu'il est pas mal plus hot pour l'analyse des résultats. Oui. Mais ça, je pense pas que c'est possible pour nous autres de payer pour ce statistique-là, malheureusement. C'est pour ça que je voulais Google Form, puis j'espérais aller plus loin dans ma compréhension de l'outil, puis tu y es arrivé. Bon, ben tant mieux. Il est leste, mais en même temps, il fait le job. Oui. Il y a moyen de l'arranger un peu. Oui, il y a moyen de le rendre pas si pire. C'est sûr que ça va toujours avoir un look un peu plus amateur qu'un SurveyMonkey, là. Donc, ben merci pour ça, Daniel, ça m'éclaire. Martine dit, bon, c'était clair, merci Marie-Jacques. Dès que j'ai des documents de Marie-Jacques, je vous les fais parvenir. Super. Bon, ben écoutez, oui, salut Georgette, toi aussi, joyeuse fête. Alors, c'est déjà 13 heures. On a maintenant terminé. Alors, je vais vous souhaiter une bonne suite dans vos expérimentations avec les sondages et des belles fêtes. Je nous souhaite à tous collectivement beaucoup de neige pour qu'on puisse aller jouer dehors et lâcher nos ordinateurs un peu. Alors voilà, c'est ça. Bonne fête tout le monde. Bye.